Madame, Monsieur, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ma part de vérité de ce dimanche. Nous nous sommes proposés ce dimanche sur cette émission de revenir sur l'actualité nationale. Nous parlerons de beaucoup de sujets liés à cette actualité avec comme invité Benoît Degla. Benoît Degla, bonjour. Bonjour, monsieur Brissa. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, membre du Bloc républicain, vice-président du groupe parlementaire Bloc républicain à l'Assemblée nationale. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Premier sujet à débattre sur cette émission, la récente descente sur le terrain du président de la République, Patrice Talon. Je voudrais vous inviter à suivre cet élément et puis nous revenons juste derrière en plateau. Nous allons suivre cet élément donc tout à l'heure, mais j'ai très envie de savoir, honorable Degla, qu'est-ce qui peut bien contraindre, selon vous, le chef de l'État à descendre sur le terrain, lui qui n'est pas un habitué de la chose? Merci, Brice Haïti. Je crois que vous allez me permettre de dire très bonne et heureuse année à tous vos téléspectateurs, à tous les Béninoises et Béninois. Votre question, elle est très tendancieuse parce que je ne comprends pas comment est-ce que ça peut être une contrainte pour un chef d'État, un chef de gouvernement qui répond devant son peuple à la fin de son mandat, de s'assurer de la qualité du travail que font ses collaborateurs, de s'assurer de la qualité des infrastructures. Mais ça, c'est une question qui me paraît, qui me surprend, puisque nous sommes à l'ère de toute communication, et ça se voit sur toutes les chaînes de télévision du monde. Comment est-ce que les autres chefs d'État se rendent sur les différents chantiers de leur pays pour s'assurer des mêmes choses? Oui, ben, le chef de l'État, Patrice Talon, ne nous a pas habitués à ces descentes-là. Mais attendez, non, mais pas du tout, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, je peux vous rappeler 2 ou 3 fois où il a fait des sorties. C'est pas nouveau. Mais il n'y a pas un timing pour un chef d'État comme lui, n'est-ce pas, d'aller sur le terrain, de descendre sur le terrain. Lorsque vous avez confiance en vos collaborateurs, vous les instruisez. Ils ont l'obligation d'accomplir avec beaucoup de rigueur les tâches qui leur sont assignées. Et si le chef de l'État doit aller sur le terrain, c'est certainement pour aller vérifier que ce qu'il a demandé est en train d'être bien fait. Il n'y va pas pour aller pour des remises de sites ou pour des poses de première pierre ou des lancements de travaux. Non, mais c'est pas ça. Il y va pour voir comment s'exécute le chantier, comment et quelle est la qualité, n'est-ce pas, avec laquelle les entrepreneurs sont en train de travailler. Cela, il n'y a pas un timing, il n'y a pas de contrainte pour le chef de l'État. Il peut décider à tout moment, comme il veut, sur la base des informations qu'il reçoit sur tel ou tel chantier, de s'y rendre ou pas. Nous avons eu de grands chantiers pour lesquels le chef de l'État n'a pas eu besoin de se déplacer. Maria Glita, je ne sais pas si vous savez de par le passé, combien de fois des descentes présidentielles ont été faites là-bas. Mais les travaux de Maria Glita ont démarré, achevés, et nous avons l'électricité qui est distribuée aujourd'hui sans qu'il n'ait jamais eu à mettre pied là-bas. Pourtant, c'est très important pour la vie des Béninois que nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et que lorsque vous allez, quand vous voyez par exemple Cotonou et Calavi, chantier à ciel ouvert avec des entrepreneurs partout par rapport aux poses de tuyaux pour rendre la population, pour rendre accessible l'eau. Mais dans le passé, je ne sais pas moi, immédiat ou lointain, mais on voyait les descentes qui se faisaient pour des choses de moindre importance que ça. Mais si lui ne l'a pas fait, c'est parce qu'il avait qualité quand même. Il a foi en ce qu'il fait, qualité en ses hommes, et de ceux-là qui sont ses collaborateurs. Et si aujourd'hui, les 2 ou 3 chantiers sur lesquels il est parti dernièrement ont suscité ces commentaires-là, je pense que c'est vraiment pas
nécessaire parce que c'est son travail. C'est son travail. De se rendre sur... De vérifier, puisqu'il a un compte à faire au peuple béninois. Il doit rendre compte de ce qu'il a fait de ces 5 ans. Mais vous voulez qu'il laisse des chantiers qui, 2 jours après, s'écroulent, des infrastructures mal façonnées qui, quelques temps après, avec la première incantade, n'est-ce pas, tombent? Non, mais non. Pourtant, il n'en était pas habitué. Mais qu'il ne soit pas habitué ou pas, mais il dit encore le reportage lié à cette descente du chef de l'État et on revient juste derrière. À 23 km de Cotonou, par la route des pêches, à Vlekete, dans la commune de Ouida. Ici, se construit une digue immergée et le rechargement de la plage sur une façade de 4 km. 2 ans après le lancement des travaux, le chef de l'État est venu constater le niveau d'avancement du chantier. Une descente qui s'inscrit dans le cadre de la supervision des projets phares enclenchés par Patrice Talon depuis quelques jours. Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement parce qu'il y a quand même des petites vagues. Est-ce qu'il n'y a pas le retour de vagues ne crée pas un mouvement vers les rochers pour les nageurs? Nous avons la digue comme ça. Le lac marin là. Il y a quand même un petit retour de vagues. Il y a un petit mouvement. Il doit y avoir des turbulences juste à côté, mais ce qu'on voit, c'est que les vagues passent au-dessus de la digue et puis elles continuent jusque vers la plage. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque que les nageurs proches de la digue soient projetés contre les pierres? Il y aura toujours le mouvement des vagues qui passent au-dessus. Donc normalement, ça devrait. Donc je crois peut-être à 1 ou 2 mètres ou 5-10 mètres des pierres, il ne faut pas aller jusque-là. Il faut garder un peu ces distances quand même, des distances de sécurité. D'un coût global de plus de 78 milliards de francs CFA, ce projet de protection des côtes et d'aménagement balnéaire va accueillir aussi des hôtels et des infrastructures touristiques. Là, nous sommes pratiquement à 80% de taux de réalisation et on va vers la fin du projet, notamment vers fin mars. Si tout va bien, on a fini la digue, on a fini de remblayer la plage pour que ça devienne vraiment une zone balnéaire. Vous savez qu'on a déjà des réservations assez importantes comme le Club Med, comme Bayan Trees, donc les hôtels s'annoncent déjà. Donc le chef d'État a voulu s'assurer que tout se passe bien. Il a observé que la profondeur du lac marin créé par la digue était trop importante. Il a donné des instructions pour que le bureau, la mission de contrôle et l'entreprise fassent des propositions pour réduire un peu la profondeur de ce lac marin-là à Vlekete. Après Vlekete, la délégation du chef de l'État s'ébranle vers Cotonou, sur le site balnéaire d'Akwakwa, où sont construits des épis et une digue avec un lac marin. Depuis El Malejo à Eldorado Beach Club, Patrice Talon a fait le tour et a touché du doigt la réalisation des ouvrages. Si vous vous souvenez bien, en février, précisément le 15 février 2018, il avait instruit, alors que la digue n'était pas prévue, on n'était que sur de la protection côtière, il avait demandé qu'on crée un lac marin ici. Les travaux sont totalement finis, vous avez vu la digue, le lac marin est créé et nous sommes en train de voir quels sont les aménagements qui vont accompagner ça. Donc cette sortie du chef de l'État a été totalement dédiée aux aménagements balnéaires et à la protection côtière et comment nous lançons maintenant les projets de développement hôtelier et touristique sur ces 2 sites que nous venons de visiter. Le président de la République a pris une décision salutaire pour les populations, celle de les dédommager alors qu'ils sont sur un domaine qui ne donne pas droit à une indemnisation. Mais le chef d'État nous a instruit pour qu'on regarde les mesures d'accompagnement qu'on peut leur proposer, comme ça a été fait à Akwakwa de Domé, et vous avez vu que tout le monde était content et nous avons été instruits pour régler très rapidement ce problème puisque ce problème doit être bouclé avant que le dragage de sable pour emblayer et tracer le trait de côte dans cette zone soit fait. Les habitants de ces 2 sites visités par Patrice Talon se disent très heureux de la descente de l'autorité. Voilà, les habitants d'Avlekete heureux, mais les Béninois en général, pour les Béninois en général, cette sortie, on le disait à l'instant, honorable Degla, a nourri beaucoup de polémiques.
vous reconnaissez avec moi que quand même c'est un fait nouveau. Le Béninois n'est pas habitué aux sorties du président Patrice Talon, contrairement à ce qu'on a vécu récemment sous d'autres régimes. J'avoue que c'est des polémiques inutiles là. Et vous-même, vous venez de le dire, les Béninois ne sont pas habitués à cette manière de procéder du président Patrice Talon, contrairement à ce qui se faisait dans le passé. Ça veut dire que chaque chef d'État, chaque président a sa méthode de gestion. On peut gérer depuis le bureau, faire le choix de gérer depuis son bureau. On peut faire le choix d'être toujours dehors. Mais le plus important, c'est le résultat qui apparaît. Quels sont les résultats auxquels nous aboutissons in fine? Vous avez entendu le ministre dire, le chef de l'État est sorti pour des dossiers concernant l'aménagement au niveau d'Avlekete, au niveau d'Akpakpa. Mais je ne sais pas si vous voyez un peu l'importance de ces travaux-là et l'impact que ça pourra avoir sur le devenir imminent du Béninois, parce que nous avons parlé depuis des années de la route des pêches. C'était quoi la route des pêches? C'était l'aménagement de cette voie-là et l'érection d'hôtels, d'infrastructures hôtelières, etc., pour faire, n'est-ce pas, de cette zone-là une zone balnéaire. Mais pendant des décennies, on n'a fait que chanter cela. Et il vient, en peu de temps, l'aménagement est en train d'être terminé d'ici mars. Et suivront les constructions d'hôtels et autres infrastructures touristiques. Je pense que lorsque dans son projet, et il le martèle chaque fois, lorsqu'il veut faire du tourisme un des piliers du développement économique de notre pays, aller sur ces chantiers-là qui concernent précisément ce secteur-là, ça doit être, on doit pouvoir être heureux que très bientôt, nous aurons aussi notre zone balnéaire, comme c'est le cas dans d'autres pays qui nous entourent. Nous devons être heureux d'avoir notre zone balnéaire au Bénin, dire que nous avons, où on peut se lever et aller, créer le tourisme, attirer le tourisme international, créer le tourisme national, avoir une zone. Quand vous allez à Assini aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est un peu ça. Et il est en train de le faire. Assini en Côte d'Ivoire. Assini, bien sûr. Et avant Assini, vous allez aussi au Ghana, vous verrez la même chose. Donc, ce qu'il est en train de faire, et il décide d'aller vérifier, pourquoi lui en vouloir cela? Pourquoi être étonné qu'il veuille, n'est-ce pas, créer les conditions favorables à un développement harmonieux, un développement meilleur économiquement pour notre pays? Parce que le tourisme est créateur d'emplois, de richesses, etc., et que ce soit ce secteur-là qui l'ait pris pour s'être sorti, je pense que ça doit être applaudi, au lieu que ça donne lieu à des polémiques vraiment que je considère inutiles, excusez-moi le terme. Honorable Diagla, vous semblez banaliser les polémiques liées à ces sorties du chef de l'État, mais pourtant, les Béninois se demandent aujourd'hui pourquoi maintenant. Vous l'aviez reconnu, il y a eu des chantiers d'importance, bien sûr, avant ces différentes sorties-là, il ne l'a pas fait. Il y en a même qui ont lié ces différentes sorties aux prochaines échéances électorales. Nous allons suivre très rapidement cet élément. Le président de la République a retrouvé le terrain depuis quelques jours à la faveur des travaux d'asphaltage et autres réalisations sous la coupe de son programme d'action. Une descente nécessaire selon Patrice Talon pour fouetter un peu les travaux et palper du doigt le niveau de réalisation. Les avis sont partagés sur ce retour du chef de l'État sur le terrain. En tant que bon entrepreneur, quand tu lances en fait des travaux, quand le travaux va en fait vers la phase de la finition, il faut sortir pour aller constater en fait ce que tu as constaté. Mais le chef de l'État, comme le pensent en fait beaucoup d'autres, il n'est pas resté en fait enfermé. Il travaille, il se déplace pour aller constater. Mais c'est juste que c'est pas médiatisé en fait. Donc c'est juste en fait aujourd'hui, il se laisse en fait filmer et il le fait en fait au vu au-dessus de tout le monde. C'est pour ça en fait que les gens pensent que c'est à l'approche en fait que des campagnes en fait. Qui se laisse en fait filmer. Je ne partage pas cet avis. Le chef de l'État a bien fait d'aller sur le terrain pour pouvoir constater de lui-même les travaux qui se faisaient sur le terrain et pour pouvoir rappeler à l'ordre
un certain nombre de trucs qui n'étaient pas conformes aux normes réglementaires justement, et dégager par ailleurs des artères qui ont été anarchiquement occupées. Ce qui est tout à fait louable et encourageable parce que voilà, nous avons des centaines de millions, des milliards de nos francs qui se sont engloutis dans ces histoires, et il fallait vraiment qu'ils puissent contrôler pour pouvoir améliorer, pour ne pas subir, comme nous avons l'habitude de voir, des travaux à la fin qui sont peu désirables. Chacun a son opinion, vous le savez très bien. Le chef de l'État sera seul responsable de tout ce qui se passe dans le pays. Des chantiers sont lancés. Vous savez très bien que très prochainement, c'est la saison pluvieuse. Et il est descendu sur quoi? C'est les travaux de route. Les travaux de route, est-ce que les travaux évoluent bien? Est-ce que les entreprises qui ont à charge ces travaux vont tenir dans le délai? Je pense que c'est surtout dans ce sens que le président de la République est descendu sur le chantier pour voir concrètement ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est l'occasion pour le chef de l'État quand même de recevoir les opinions aussi des populations environnantes. D'autres Béninois pensent qu'il a changé de politique et que les prochaines élections sont bien dans son viseur. Quand j'ai vu le chef de l'État sur le terrain, en train de parler même à certains membres de la population, ça m'a fait rire. Simplement parce que je vois quand même que c'est le terrain qui change les hommes. C'est le terrain qui change les hommes en ce sens que le chef de l'État n'aimait pas la caméra. Il n'aimait pas du tout, et dans sa propagande au moment de la campagne, il refusait toutes ces choses. Je me rappelle que en novembre 2017, le 11 novembre 2017, quand on l'avait rencontré à la présidente non syndicale du secteur de la santé, il avait refusé de communiquer. Et je lui disais, si vous ne communiquez pas, les gens vont communiquer à votre place. Je pense que le chef de l'État a compris qu'il veut faire une communication. Mais il faut comprendre à quel moment il veut le faire. Il le fait parce qu'il voit quand même qu'il faut quand même conquérir l'électorat. Ça, c'est notre lecture. Ça, c'est la campagne qui a déjà commencé. Il se promène pour constater l'état d'avancement des travaux de construction de route, mais moi, je suis étonné de le voir dans cette posture. Il nous avait dit dans ce pays qu'il n'est pas un journaliste pour se promener aux abords des voies et que ce rôle est dédié à un ministre, et pourtant nous le voyons aujourd'hui presque dans ce rôle. Voilà, sortie du président Patrice Talon, on en parle toujours. Opération de charme au début de la pré-campagne électorale. Ça me fait marrer votre appréciation. Enfin, vous savez, on le dit souvent, quelqu'un parmi les premiers intervenants, quelqu'un l'a dit, il travaille activement et fortement, méthodiquement et avec beaucoup de rigueur. Vous savez, le bien c'est pas le bruit qui fait du bien. Le bruit, on a vu dans notre pays, où il y a eu beaucoup de bruit, mais sans que finalement le bien n'ait été la résultante finale. On peut travailler de façon rigoureuse, de façon calme, dans des conditions beaucoup plus calmes, dans des conditions beaucoup plus responsables, sans avoir à avoir de coups de gueule à gauche à droite, sans qu'il y ait des sorties intempestives qui ne donnent réellement pas. Maintenant, ceux qui pensent que le temps est mal choisi, je pense qu'ils n'ont rien compris. Il a un mandat de 5 ans. Et à tout moment, comme je le disais tantôt, il peut décider de s'assurer que ce qu'il a décidé de faire est en train d'être fait et correctement. Et puis, est-ce que c'est les infrastructures qui font le chef d'État? Ce n'est pas les infrastructures. Vous allez dans notre pays, nous avons l'illustration. Quand on a dit, ce n'est pas le pavé qu'on mange.
Quand on a dit que ce n'est pas échanger qu'on mange, c'est pas ça. Donc il n'a pas besoin d'exhiber nécessairement ce qu'il est en train de faire en matière d'infrastructure pour se faire réélire s'il était candidat en 2021. Mais pourquoi est-ce que nous devons nous atteler à commenter cela à longueur de journée? Vous avez vu, il y a moins de 3 semaines, les présidents français et ivoiriens avec les casques de protection allaient pour des lancements de marché, des constructions de marchés. On le voit régulièrement, Macky Sall, il y a quelques jours encore, pour l'inauguration d'une usine de fabrication de carreaux. Je ne sais pas, un chef d'État. Ça n'a pas dérangé, puisqu'il est habitué. Ça ne dérange personne. Puisqu'il est habitué. Habitué, je ne crois pas qu'il soit plus habitué que le président Patrice Talon, mais qu'il choisit, lui, son temps, le moment où il pense qu'il est nécessaire d'aller sur le terrain. Et ça, je pense que ça doit être un débat clos, qu'on laisse le chef de l'État travailler convenablement, selon sa méthode. Et ce que nous voulons de lui, c'est qu'à la fin de ces 5 ans, nous ayons satisfaction, le peuple béninois ait satisfaction, qu'il ait un mieux-être pour le peuple béninois. Je pense que c'est ça la chose la plus importante. Nous allons remonter un peu plus au nord du pays, dans une localité où la situation dans cette localité inquiète réellement, inquiète plus d'un, à Savais plus précisément, où il y a eu récemment de nouvelles échauffourées. Honorable Benoît Degla, ça vous inquiète, la situation à Savais? Je rappelle que je suis directement concerné parce que c'est ma circonscription électorale. Pour me rendre chez moi, je dois traverser Savais. Donc s'il n'y a pas la paix à Savais, je ne peux pas, en toute sécurité, me sentir en sécurité chez moi. 30 minutes après, ça dit de Savais. Je voudrais dire ceci, que ce qui se passe à Savais mérite que le gouvernement prenne sérieusement ses responsabilités, parce que on ne peut pas accepter dans un pays que des gens, des individus défient l'autorité comme ça, parce que ça sied à des gens de barrer la voie inter-État, qui n'est pas la voie inter-État n'appartient pas qu'au Bénin, et qu'ils décident pour un oui, pour un non, de s'aimer, de créer des troubles dans le pays. Je pense que c'est vrai, on va rechercher les solutions politiques, mais il faut que la solution passe aussi par la rigueur dans l'application des textes de la République. Nul n'a le droit. Vous permettez qu'on recule un peu. Oui. Vous êtes de cette circonscription électorale-là. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation actuellement à Savais? Oui, on peut pas ignorer que il y a quelques éléments qui, au lendemain des élections, et après tout ce qui a été fait par le gouvernement et par l'Assemblée nationale, la loi portant amnistie, qu'il y a encore des éléments égarés qui, à ce jour, n'ont pas compris que cette main tendue par le gouvernement, par le peuple béninois, parce que c'est l'Assemblée qui a voté l'amnistie, cette main devait être tendue pour que nous allions vers une réconciliation totale. Ce qui s'est passé à Savais, c'est le désir d'un individu d'organiser des mouvements de trouble. Et le procureur a restitué les faits. Comment est-ce que, à l'annonce de l'arrivée d'un leader de la zone, un individu peut se lever et préparer des éléments à lui pour se rebeller, pour s'aimer les troubles et créer des situations d'insécurité. Vous avez vu qu'au lendemain de l'amnistie, les localités, que ce soit Savais, Tchaourou et autres,
les présences policières et militaires ont diminué, ont disparu. Il n'y a plus de présence en tant que telle parce qu'on pensait que le calme étant revenu et avec la Messie, les gens comprendraient que le plus important aujourd'hui, c'était de se mettre ensemble pour construire la nation. Ceux-là qui ont fomenté le coup, qui ont préparé le coup, il fallait les retrouver, les mettre et les sécuriser. Parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça pour qu'ils continuent de défier l'État. Donc c'est la recherche de ces individus qui a conduit à cette manifestation-là inappropriée sur la voie, sur la route inter-État. Lorsque vous allez vous regrouper, armés, et que les forces de l'ordre vous demandent de dégager, que c'est à coups de pierre, de gourdin et de machette que vous répondez, mais il est tout à fait normal que dans le maintien de l'ordre, les forces... La riposte soit immédiate. La riposte soit immédiate et dans la mesure de la provocation d'en face. Les forces de l'ordre ont pour mission de préserver la paix, mais ce sont des individus qui constituent les forces de l'ordre. À un niveau donné, lorsqu'elles sont dans les capacités d'amener le protagoniste à aller dans le sens de l'apaisement, de la compréhension, et que leur intégrité physique étant menacée, on ne peut que, malheureusement, que riposter. Vous savez, il y a eu des blessés, parmi les forces de l'ordre. Pourquoi ces individus s'organisent-ils pour porter atteinte à l'intégrité physique des policiers? Qui sont-ils, ces individus, auteurs de cette situation ingérable aujourd'hui à Savès? Je suppose qu'ils appartiennent à la localité, à la communauté. Mais je vous ai dit, le gouvernement reste toujours déterminé à ce qu'il y ait la paix. Vous avez suivi la descente d'un certain nombre de responsables, de cadres de la localité pour voir les autorités religieuses, traditionnelles et autres, les cadres, enfin, pour pouvoir ramener la paix. Je pense que progressivement, on va en arriver là. Mais il est bon que les gens comprennent qu'on ne peut pas indéfiniment défier l'autorité de l'État. Force doit rester à la loi parce qu'il est inadmissible que ceux-là qui sont chargés de vous protéger deviennent, n'est-ce pas, vos ennemis auxquels vous devez vous attaquer. Et avec quoi? Avec des moyens et pouvant entraîner leur mort. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Je suis de la région, je le dis, je répète, mais je ne peux pas être solidaire à aucun moment de ces individus égarés. Parce que ce n'est pas la population de Savès, ce n'est pas la communauté à laquelle appartiennent ces individus-là. Il y a de la sagesse. Des individus importés, Écoutez, je ne vais pas le dire comme ça, mais vous savez que nous partageons une grande partie de notre frontière avec une longue frontière avec un pays voisin, et de part et d'autre, il y a les mêmes communautés. Donc il est très facile d'agir ici et puis de franchir en deux secondes après l'autre frontière. Donc voilà, ils peuvent être de la localité de Savès et se réfugier directement de l'autre côté, parce que la perméabilité de nos frontières, la communauté linguistique sont autant d'éléments qui favorisent, n'est-ce pas, cette situation-là. Mais ça doit amener le gouvernement aussi à prendre dans ces zones-là, peut-être pas seulement dans ces zones, partout, nos frontières, sécuriser nos frontières, parce que quand ils finissent, ils vont se réfugier automatiquement de l'autre côté. Et et à nous, désormais, la présence policière aujourd'hui, telle qu'elle est, la présence des forces de l'ordre aujourd'hui dans ces zones, elle est dissuasive. Ces forces de l'ordre ne sont pas là pour empêcher quoi que ce soit.
c'est pour protéger les populations, c'est pour empêcher que des vies individus s'attaquent et détruisent les biens de l'État. Et détruisent et s'attaquent aux individus. C'est ça la présence. C'est comme ça qu'il faut comprendre la présence de ces forces de l'ordre. Lorsque la calmie sera totale, lorsqu'on va constater que la calmie est revenue, lorsque, par la grâce de Dieu, on mettra la main sur les instigateurs, je pense que on va réduire pour qu'il y ait beaucoup plus de paix, il y ait beaucoup plus de sérénité et que les populations puissent vaquer correctement leurs occupations sans crainte, n'est-ce pas, d'être attaquées par ces vies individus-là. Vous avez apprécié la réaction de la police, la réaction de l'armée. Vous l'aviez dit qu'elle a été proportionnelle à l'action, vous l'avez dit tout à l'heure. Je voudrais bien vous entendre sur la réaction des autorités judiciaires qui se sont également prononcées sur la situation à Savelle. Le procureur était cette semaine face à la presse. Je vous proposerai de l'écouter très rapidement et puis on revient en plateau derrière. La semaine dernière, et notamment dans la nuit du mercredi 8, aujourd'hui 9 janvier 2020, des actes d'agression ont été perpétrés par des hors-la-loi armés de fusils de fabrication artisanale sur des paisibles citoyens à Kaboua. Dans la journée du jeudi 9, ces mêmes individus ont ensuite barré la voie à hauteur d'Aguido, dans l'arrondissement de Kaboua, avant de se mouvoir vers Savelle, où ils ont à nouveau barré la voie durant des heures. Au cours de ces incidents, les usagers de la route ont été pris à partie et contraints d'immobiliser leurs véhicules. Certains ont été molestés. C'est au cours de ces agressions que le véhicule de marque Toyota 4Runner, immatriculé BM 8222 RB, appartenant à Touré Chamdine, un agent des douanes en partance pour Parakou, a été saccagé. De même, le cortège des agents de sécurité du président de l'Assemblée nationale a été empêché de circuler. Par la suite, les véhicules Land Cruiser et Ford Explorer du cortège du président de la Cour suprême ont essuyé des coups de feu et des jets de pierre. Et l'un des véhicules a été saccagé, l'obligeant ainsi à rebrousser chemin. Il a fallu l'intervention de la police républicaine et de l'armée pour rétablir l'ordre et la circulation. Des instructions ont été données à la police en vue d'interpeller et de mettre aux arrêts les auteurs de ces agissements. C'est au cours de ces interpellations, ce jour, à Savelle, aux environs de 10 heures, que des individus ont ouvert le feu sur les éléments de la police, blessant grièvement 6 agents des forces de sécurité et de défense. C'est dans ces circonstances que, pour se dégager et reprendre le contrôle de la situation, les agents en mission ont fait usage de leurs armes à feu. À la fin des opérations, il a été dénombré 2 morts et des blessés parmi les suspects. Les personnes interpellées puis gardées à vue seront déférées devant la juridiction compétente. Je saisis cette occasion pour en appeler au sens civique et à la responsabilité de tout un chacun afin qu'il soit mis immédiatement un terme aux actes d'occupation illégale des voies publiques, de vandalisme, d'agression et de menaces, sachant que leurs auteurs, ainsi que toutes les personnes impliquées, de près ou de loin dans ces événements, seront traduites devant les juridictions compétentes. Car en tout état de cause, force restera à la loi afin que soit garantie pour tous la sécurité des personnes et des biens. Voilà, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey à l'instant. Réaction? Je crois que nous disons la même chose. Moi, je suis d'avis qu'il faille retrouver tous ceux-là qui sont à la base de cette malencontreuse situation et que force reste à la loi. Parce qu'on ne saurait tolérer dans un pays comme le nôtre, un pays qui se construit et vaille que vaille, sans ressources, sans grandes ressources,
que nous ayons des zones d'instabilité permanente, comme on vient de le vivre dans ce qui est passé tout à l'heure, dans l'élément tout à l'heure. Il appartient, comme je l'ai dit, il appartiendra désormais à tous ceux-là qui sont concernés, c'est-à-dire à l'État, et aux forces de sécurité, aux forces de la police républicaine, de conjuguer les efforts pour que partout ceux-là vont se trouver, qu'on puisse mettre la main sur eux et qu'ils puissent répondre de leurs actes. La seconde chose, c'est qu'il faut désormais faire en sorte que l'occupation des voies publiques ne soit plus autorisée. Ce n'est pas autorisé, mais il faudrait prendre les dispositions pour que plus jamais nous ayons à vivre cela, parce que pour un oui, pour un non, les routes sont barrées et créant des situations. Vous voyez, ceux-là qui sont dans la longue file qui crée le barrage de la voie, ceux-là, ils sont en insécurité totale. Les véhicules sur lesquels on tire, les personnes qui sont dans ces véhicules-là peuvent recevoir des balles perdues, etc. Les cortèges qui sont interdits de passage. Pourquoi cela? Donc voilà, oui, c'est ça, il y a un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens, ce pas des inconnus. On peut les retrouver. Il s'agit de les retrouver. Il faudra les retrouver. Y a-t-il des mains politiques derrière ces gens-là qui agissent aujourd'hui à Saverne? Je ne peux pas le dire. Lorsque les investigations vont se mener, on finira par découvrir, parce que le mobile pour lequel il se comporte comme ça doit être connu. Il faudrait qu'on sache quelles sont les raisons pour lesquelles ceux-là qui, de façon récurrente, agissent comme ça, qui est-ce qui est derrière, de qui reçoivent-ils les ordres, et qu'est-ce qui les encourage. Il faudrait qu'on les découvre. Mais avant ça, il faut mettre la main sur eux, il faut arriver à mettre la main sur eux. Et je dis, ils ne peuvent pas demeurer éternellement inconnus, puisqu'ils arrivent et ils mobilisent. Et ceux qu'on mobilise reçoivent les instructions de quelqu'un. Donc, c'est des instigateurs. Donc, en remontant, on doit pouvoir mettre la main sur ceux-là. Qu'ils soient de l'autre côté de la frontière, peu importe, le jour viendra, on pourra mettre la main sur eux. Et ensuite, il y a, en la matière, il y a les forces de l'ordre, les forces de police et tout. Il y a ce que prévoient les textes en la matière pour pouvoir, même s'ils sont de l'autre côté, pouvoir mettre la main sur eux. C'est quand il est prouvé qu'ils sont mêlés à des actes graves, des actes criminels comme cela. On peut le faire. Je rappelle, honorable Benoît Degla, que c'est votre circonscription électorale, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous étiez dans la région il y a combien de jours? Non, je n'y étais pas ces jours-ci, mais bon, je suis au quotidien, tout le temps, ce qui se passe. Parce que je suis dans une communauté, c'est ma circonscription, non seulement c'est ma circonscription, mais ma commune d'origine partage avec la commune de Saverne une communauté linguistique. Donc voilà, ce qui se passe me concerne directement également. Mais quelle est la situation aujourd'hui? Nous, Gulf TV Africa, nous étions à Saverne cette semaine, j'allais dire, un début de semaine, le calme était relatif. Aujourd'hui, quelle est la situation? Oui, mais c'est tout à fait normal. La calmie, elle ne va pas être recouvrée aussitôt, après ces scènes de terreur. Hein? C'est progressivement qu'on va aller à l'apaisement. Je vous ai dit qu'il y a eu des interventions organisées par le gouvernement, par les membres du gouvernement, par certains cadres, à l'endroit des autorités de la localité, pour expliquer la gravité de la situation. Je pense que les résultats sont en train de porter leurs fruits. Et à l'heure où je vous parle, si vous rendez à Saverne, ce ne serait plus pareil comme la semaine dernière. Okay. L'actualité, c'est également relative à la réconciliation des forces Kori pour un Bénin émergent. Honorable Benoît Degla, vous connaissez bien cette maison-là, puisque vous êtes un ancien baron des forces Kori pour un Bénin émergent. Nous n'allons pas revenir sur la crise au sein des forces Kori pour un Bénin émergent, mais c'est que vous savez que cette crise est née au lendemain de la réception du certificat de conformité par une certaine Lel Rumpé. Votre regard en tant qu'ancien FCBE sur cette réconciliation?
Oui, merci. Je note que, et à cela à travers, parce qu'il n'y a pas eu, bon, il y a eu un communiqué final publié par les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas, je connais pas la source. Mais si tel que la maison FCBE s'est retrouvée, c'est une bonne chose. J'ai dit simplement c'est la démocratie béninoise qui grandit. Ça veut dire que à force de changer, de discuter, on peut s'entendre sur ce qui est essentiel. Maintenant, je vais dire ceci. Ce qui a fait l'objet de discorde, qui serait le récépissé, est reconnu aujourd'hui. Le récépissé est reconnu et les deux parties se sont accordées sur la légalité du document. Ce qui n'était pas le cas au départ. Au départ, le refus, enfin la base de la non-participation de cette force politique aux élections, c'est que elle a contesté fortement le cursus fiscal, un certain nombre de documents, la composition de son bureau et tout, qui n'était pas conforme aux nouvelles exigences législatives. Aujourd'hui, ce même groupe politique a compris qu'il y a la loi et qu'il faut s'accorder avec la loi. Et lorsque vous accordez à la loi, vous avez les faveurs de la loi. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'ils ont compris que les éléments qui faisaient l'objet qui ont motivé le refus ont été satisfaits, le récépissé leur a été donné. Maintenant, la querelle interne qui a consisté à dire c'est tel, pourquoi pas l'autre, pourquoi dans telle ou telle autre condition, ça c'est une lutte, une querelle interne au parti. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'ils seraient en train de s'entendre, tant mieux pour la démocratie béninoise. Pardon ? Ils seraient en train de s'entendre. Je vous dis, jusque-là, je m'en réfère à ce la réconciliation, elle est actée, ils s'entendent. Oui, je vous ai dit que j'ai lu un communiqué final à travers les réseaux sociaux. Voilà. Vous n'avez pas passé une déclaration finale de leur réconciliation. Je n'ai pas vu ça sur une autre chaîne ou une autre radio. Donc, on a reçu Eugène Dazatassou, membre du bureau exécutif. Vous avez vu la gymnastique intellectuelle, donc il a fait preuve pour vous convaincre. Ah, c'est vous qui le dites? Ah non, mais bien sûr, j'ai suivi un peu et ça n'a pas été facile de se dédier là, et comme il a l'art, n'est-ce pas, de parler correctement français et de tourner les termes. Il a su dire que tout va bien, que même si ils avaient contesté ce récépissé, aujourd'hui, ce récépissé, il est admis. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a encore moins de 2 mois que cela, ce récépissé était maudit. Aujourd'hui, il est accepté, il est applaudi, il est accepté. Bon, ben, tant mieux. Vous voyez, donc, si la réconciliation est actée, je vous le dis encore, mais c'est une bonne chose qu'on reconnaisse que ce n'est pas en se mettant au travers de la loi qu'on construit un pays. Maintenant, si la FCBE se met ensemble parce que tous ayant compris que le récépissé était un document fondamental pour exister légalement, juridiquement et pour pouvoir mener les actions politiques que la FCBE l'a compris. Comme ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça veut dire désormais, ça fait un foyer de tension en moins. Vous voyez, quand vous cherchez à comprendre vous-même, est-ce qu'on est de l'opposition? Parce qu'on est de l'opposition, on est de la résistance. Parce qu'il y a la résistance. Et vous avez entendu les propos d'un résistant. Qui exclut un certain nombre de membres de l'opposition qui se réclament de la résistance. À ce niveau aussi, je ne sais pas, moi je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Je souhaite simplement que la démocratie que nous avons accepté conduire, cette démocratie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est ce qui fait notre fierté, que cette démocratie-là, que nous la sauvions.
Et cela, on ne refuse pas qu'il y ait de l'opposition, mais que cette opposition s'organise, que c'est légitime à travers les textes. Parce qu'on n'est pas opposition parce qu'on le crie. On est opposition parce que la loi vous le confère. Et pour que la loi puisse vous conférer cela, vous devez vous organiser. Il y a ce qui prévoit les textes. Et en la matière, la loi qui a porté réforme, enfin qui a porté sur le statut. Il y a la loi sur le statut de l'opposition, mais avant cela, il y a la réforme du système partisan, etc., etc. Quand vous vous conformez à ces textes-là, vous êtes légitimement en droit de clamer haut et fort votre position et avec les obligations que cela comprend. Vous ne le faites pas, si il s'agit seulement de s'agglutiner pour crier à haut sur tout ce qui se passe, ça pose problème. Ce n'est pas de la démocratie, ça. C'est pas de la démocratie. Ok. C'est bon, cette réconciliation au sein des forces Corée pour un Bénin émergent. Également bon, la démarche qui sous-tend, qui a sous-tendu cette réconciliation, la démarche de votre ancien mentor, le président. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas. Je sais pas, je constate simplement que, comme vous l'avez dit, il y a une réconciliation, c'est acté parce qu'un des ténors l'aurait dit. Ok, d'accord, voilà. Maintenant, comment ils en sont arrivés là? Quelles ont été les compromissions? Je ne sais pas. Parce que la démarche a été celle du président, l'ancien président Yahi Boni. Après ça, cette démarche-là, oui, il est le président d'honneur. Oui. Le président d'honneur. Et au moment fort de la crise, chaque camp se réclamait de lui. Si c'est lui qui a pu mettre ses enfants ensemble, tant mieux. Maintenant, je dis encore, quels sont les termes des négociations qui ont conduit à cela? Je ne sais pas. Quelles sont les compromissions qui ont conduit à cela? Je ne sais pas. Parce que le récépissé qui est délivré, il définit les vrais responsables du parti aujourd'hui. Est-ce que c'est compris comme ça? Ça aussi, je ne crois pas qu'il y ait eu un seul communiqué qui ait parlé de ça. Parce que je peux pas dire, aujourd'hui, je sais que, bon, voilà, ils ont un président d'honneur. Maintenant, qui sont les autres responsables? Ça, je ne sais pas. Les jours à venir nous édifieront davantage. Voilà. Pourquoi je dis que la compromission, je n'en sais rien. Je voudrais appeler aux amis téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre et qui sont sur ma part de vérité de ce dimanche avec comme thème Actualité nationale, décryptage de Benoît Degla, député à l'Assemblée nationale, membre du bloc républicain, vice-président du groupe parlementaire bloc républicain à l'Assemblée nationale. On parlait à l'instant de la réconciliation au sein des forces Corée pour un Bénin émergent. Honorable Benoît Degla, vous, au bloc républicain et à l'Union progressiste, cette réconciliation vous dérange-t-il? Mais pas du tout. Et en quoi cela cette réconciliation pourra-t-elle nous gêner? En rien. Ça va induire une recomposition de la classe politique. C'est un poids lourd quand même, les forces Corée pour un Bénin émergent. Ce sont les élections qui déterminent le poids des partis. Et à la date d'aujourd'hui, le bloc républicain constitue un poids lourd sur l'échiquier national. Et nous entendons le demeurer, sinon que nous entendons devenir le plus grand parti pour toutes les échéances à venir. Et pour cela, nous nous organisons, peu importe les protagonistes que nous avons devant nous, qu'il s'agisse qu'ils soient ceux à qui vous avez fait allusion, ou que ce soit la FCBO ou tout autre parti. Notre organisation est telle que nous avons un objectif, et notre objectif, c'est être le premier et plus grand parti de notre pays, le bloc républicain. Et nous pensons que nous avons les capacités, les moyens, les hommes pour pouvoir en arriver là. Honorable Degla, je ne suis pas satisfait de votre réponse. Je suis sûr que les auditeurs également ne le seront pas. Je la repose cette question. Est-ce qu'avec l'arrivée de ce poids lourd, le BR et l'UP ne vont pas perdre des plumes sur le terrain politique? Mais pourtant, j'étais clair. J'ai dit bien ceci. En dehors de la FCBE et d'autres partis certainement qui ne prendront pas aux élections,
il est évident que aux prochaines élections, celles qui sont dans 4 mois, il est évident qu'ils auront des résultats. Ces partis auront des résultats. Mais des résultats que ces partis auront. Je vous dis qu'il y a un qui proclame au haut fort, je veux parler du BR, qui proclame au haut fort sa détermination à en sortir pour devenir le plus grand et le plus national parti politique. Je parle du BR. Peu importe les résultats qu'auront les autres. Peu importe les résultats qu'auront les autres, nous, notre objectif, c'est de sortir des élections à venir, de sortir et d'apparaître comme le plus grand parti. C'est ça, à travers nos résultats. Aujourd'hui, nous sommes l'un des plus grands partis parce que, bon, voilà, à travers les sièges, nous avons 37 contre 46, mais nous voulons renverser les tendances. Nous tenons à renverser les tendances dans les toutes prochaines semaines. Peu importe les autres candidats. Il s'agira certainement de partager certaines voix, certains sièges, peu importe. Mais au décompte final, il doit y avoir un premier et plus fort. C'est nous qui voulons l'être, le Bloc républicain. C'est ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'au Bloc républicain, vous vous êtes réorienté autrement par rapport au prochain scrutin avec cette réconciliation des FCB? Non, il est évident que nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. C'est évident. De même que nous organisons, de tenir compte de cet élément, d'autres aussi le font. Mais ce qui est évident, c'est que nous nous battons comme si devant nous, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, que nous allons à une élection où, quel que soit l'adversaire en face, nous devons sortir nous devons sortir gagnants. Nous devons sortir le plus fort. C'est ça l'objectif. Que les autres apparaissent, c'est pas un problème. Mais c'est un contexte de compétition. Mais nous ne voulons pas être à la traîne. Nous voulons être le plus fort, le premier et le plus fort. Vous voulez vous battre davantage. Et par rapport à ça, nous nous organisons. Nous mettons en place, nous peaufinons nos stratégies. C'est ça, le Bloc républicain. Nous allons revenir, honorable Benoît Deglas, sur la vie au sein du Bloc républicain. Mais avant, intéressons-nous à cette autre actualité. L'actualité est liée à l'initiative de modification de la loi relative à la criette. Nous allons suivre un avocat que nous avons interrogé sur la question. Nous avons tous constaté les critiques qu'il y a eu contre la criette. Nous-mêmes, nous en avons formulé beaucoup. Parce que pour toute personne épris de justice, épris d'une bonne défense, la criette, en sa version actuelle, est forcément source de beaucoup de décisions tant incomprises que parfois mal jugées. Et les mises en cause n'ont pas cette chance de soumettre leur cause à d'autres juges. Or, le double degré de juridiction est un principe, disons, consacré en ce qui concerne les décisions de justice. La possibilité de faire recours est ça fait partie des piliers d'une bonne justice. Parce que les juges sont des humains, susceptibles d'erreurs, susceptibles d'une mauvaise interprétation, même susceptibles d'une mauvaise compréhension des causes. De sorte que pour s'assurer que la justice a été efficacement rendue et que les parties ont eu effectivement ou les sentences qu'elles méritent, il y a lieu effectivement que leur cause puisse être entendue par plusieurs juges. La criette, en sa forme actuelle, ne permet pas
véritablement aux justiciables d'être rassurés, d'être assurés même d'une bonne décision. Nous avons plusieurs dossiers dans lesquels nos clients n'ont fait que pleurer parce qu'ils ont estimé que déjà les peines qu'on leur a données ou les condamnations qu'ils subissent, que ces condamnations-là, que c'est des condamnations qu'ils ne méritent pas. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité d'appel pour ces clients-là. Et le pouvoir en cassation, qui est la seule voie de recours que nous appelons un recours extraordinaire, ne vise pas à rejuger la cause dans les faits, mais vérifie simplement la légalité de la décision qui a été rendue. Donc, quand nous avons entendu parler de ce projet de loi qui vise à améliorer, je préfère utiliser ce thème-là, le fonctionnement de la criette, franchement, moi, en ce qui me concerne, moi, j'ai applaudi. J'aurais voulu véritablement que dans la lecture de ce projet de loi, que les députés puissent veiller véritablement à assurer le double degré de juridiction. Parce que les innovations, c'est quoi? Les innovations principales, c'est à deux niveaux. Premier niveau, assurer le double degré de juridiction. En termes terre à terre, vous avez des juges de première instance qui vous jugent. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous avez la possibilité de faire appel, d'aller devant des juges d'appel. Et maintenant, si vous n'êtes toujours pas d'accord avec l'arrêt rendu par la cour d'appel de la criette, alors vous pouvez faire un pouvoir en cassation. Cela voudrait dire que les voies de recours, que ce soit ordinaire ou extraordinaire, que cette voie de recours aujourd'hui, si le projet de loi était adopté par l'Assemblée nationale, que ces voies de recours sont respectées. Ça va limiter les erreurs judiciaires. Ça va vraiment limiter les erreurs judiciaires. Ça va crédibiliser davantage la criette qui, j'avoue, est beaucoup décriée. La seconde innovation, c'est en ce qui concerne la délimitation du champ de compétences de la criette. Il faut avouer que moi, personnellement, j'ai pas souvent compris que la criette se déclare compétente par rapport à certaines procédures. Parce que pour moi, quand vous retournez à l'esprit qui a fondé la mise en place de la criette, quand on parle de crimes économiques ou infractions économiques, les infractions économiques, ce thème de infractions économiques renvoie forcément aux deniers de l'État. Cela voudrait dire que ce sont les causes dans lesquelles les deniers ou le denier de l'État a été distrait. Voilà, Maître Philbert Béanzin, à l'instant sur l'initiative de modification de la loi relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la criette. Honorable Benoît Degla, comment percevez-vous cette initiative? Bien, je voudrais déjà me féliciter que la Cour africaine des droits de l'homme, c'est bien ça, hein, et des peuples, n'ait pas déclaré la criette non conforme, n'ait pas déclaré la criette comme une institution hors norme. Puisque au lendemain de la création de la criette, vous avez entendu tout ce qui a été dit.
Et tous les recours qui ont été formulés, les résultats que nous avons, c'est que la CRIET, et la Cour constitutionnelle et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a trouvé qu'il fallait améliorer. Il fallait apporter le double niveau de jugement. Je m'associe pleinement aux argumentations et à motiver cela. Mais je dois dire que il y a qu'une institution particulière existe au Sénégal. Là-bas, ce n'est pas la CRIET, c'est la CREI, je crois. La CREI. Cours de répression des infractions économiques. Économiques, voilà. Et depuis 1981, avec les mêmes attributions que la CRIET, sauf qu'il n'y a pas le terrorisme. C'est seulement ces dernières semaines-là qu'il y a des débats. Il y a des débats qui appellent, n'est-ce pas, à sa modification pour qu'il y ait le second degré de jugement. Nous, on a créé la CRIET il y a seulement, 2 ans? Moins de 2 ans. Et nous prenons déjà en compte un certain nombre d'insuffisances. Ça veut dire que si c'était une erreur que nous avons commise, et que très tôt nous nous rendons compte qu'il fallait améliorer un certain nombre de choses, on doit pouvoir l'applaudir. Parce que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas été les innovateurs en la matière. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant qu'il faut améliorer? Pourquoi c'est maintenant qu'il faut améliorer? Parce que il faut tenir compte quand même des remarques qui sont faites par des institutions. La Cour constitutionnelle, par la Cour africaine. Lorsque ces institutions vous font des remarques, il faut pouvoir aller dans le sens de ce qui est proposé. Nous ne voulons pas être un État non respectueux des décisions des institutions de la République et des institutions africaines. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que je crois, c'est ce que fait le gouvernement en acceptant qu'on apporte des améliorations. Comme il a dit tout à l'heure l'avocat, ça va apporter un soulagement au niveau des accusés qui savent désormais que après la chambre de jugement, il aura la chambre d'appel. Il aura la chambre d'appel. Et que s'il y a un niveau inférieur, on s'est peut-être trompé dans le jugement, dans l'appréciation des faits, une autre chambre pourra certainement redresser les choses et peut-être améliorer positivement, enfin du moins positivement la décision. Et ce qui se fait avec la nouvelle, ce qu'il faut noter aussi, c'est que avec cette modification, je crois que c'est quand même il y a désormais 2 chambres, la chambre de jugement et la chambre d'appel. Je pense que c'est de l'emploi quand même. C'est de nouveaux juges qui seront appelés à jouer ce rôle-là. C'est les Béninois qui sont appelés à la tâche. Et je pense que l'un dans l'autre, il faut saluer le courage du gouvernement. Je vous ai parlé, dans l'exemple du Sénégal, où depuis 1981, c'est seulement maintenant qu'on pense modifier pour obtenir le même résultat auquel nous voulons aboutir. Donc voilà, en la matière, je salue cette volonté du gouvernement qui a compris que les décisions prises par les institutions, qu'elles soient de la République ou internationales, doivent être respectées. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle peut bien apporter comme crédibilité à l'appareil judiciaire béninois? Ah non, vous savez, la CRIET, de par les secteurs dont elle a la charge, elle joue déjà très positivement sur le mental du Béninois qui avait pensé que les moyens de l'État pouvaient être utilisés à toutes les fins, abusivement et sans en rendre compte. Aujourd'hui,
il est ancré avec les décisions que prend la CRIET et avec la création de la CRIET. Il y a sa décision, les décisions qu'elle rend. Tout le monde est appelé aujourd'hui à savoir qu'on doit avec responsabilité gérer les moyens qu'on met à votre disposition. Et le phénomène nouveau qui est celui du terrorisme, peut-être le jour aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes, Dieu merci, ne faisons pas encore les frais comme un certain nombre de pays, mais il ne faut pas attendre que cela arrive d'abord, il faut se prémunir, il faut prendre les dispositions parce que nous sommes entourés, nous avons à nos frontières, nous avons sévi le phénomène, et il faut aguerrir, n'est-ce pas, cette cour-là, pour que je touche du bois, si on devrait un jour nous retrouver face à un phénomène de terrorisme, que la riposte soit immédiate. Voilà, donc de positif, c'est ça. C'est-à-dire la lutte implacable contre la corruption, contre les détournements, contre l'usage abusif des fonds de l'État et contre les actes de terrorisme qui désormais doivent être combattus sous toutes leurs formes. Voilà. Et puisque c'est une juridiction entièrement à part, n'est-ce pas à un conformisme qu'on assistera seulement, puisque dans le fond, rien ne changera, Ronald Dega? Mais si, désormais, celui qui est condamné en première instance à la possibilité de voir sa peine réduite ou annulée en appel. Donc, c'est pas du conformisme. Il y a un changement profond. Il y a un changement profond. Avoir la possibilité d'être jugé en appel est la chose qui manquait à la CRIET. Et aujourd'hui, avec la proposition de loi qui est sur le projet de loi qui est à l'Assemblée, nous allons aller dans le sens de ce que veut le gouvernement pour que le citoyen accusé, condamné en première instance, puisse recourir, puisse avoir le droit de se défendre une seconde fois. Voilà, donc de positif, c'est ça qu'il faut apporter, c'est ça qu'il faut noter. Il faut noter. C'est un changement profond. Aujourd'hui, ceux qui sont condamnés, ceux qui étaient condamnés, c'était sans recours pratiquement. C'était sans recours. Donc quand vous êtes condamné à 10 ans, c'est 10 ans. Et les Béninois l'ont vivement critiqué. Oui, et que les Béninois l'ont vivement critiqué. La Cour constitutionnelle a fait ses remarques, la Cour africaine a fait ses remarques, et le gouvernement béninois en a pris acte. Et a décidé de corriger. Voilà. Honorable Benoît Degla, je l'avais promis aux téléspectateurs de Gulf TV Africa et également aux auditeurs de Gulf FM Africa, puisque je rappelle, cette émission est en synchronisation sur Gulf FM Africa. J'avais promis qu'on parlera de la vie au sein des partis politiques. Vous êtes du bloc républicain. Comment se porte aujourd'hui le BR? S'étoffe-t-il? S'étiole-t-il? Mais le bloc républicain il y a quelques mois déjà, organisé sa rentrée politique. Et au cours de cette rentrée politique, il y a eu beaucoup de décisions qui étaient prises que nous sommes en train de mettre en œuvre progressivement. Parce que, vous savez très bien, un parti politique qui s'est créé, c'est animer la vie politique, c'est conquérir le pouvoir. Et conquérir le pouvoir, ça passe par toutes les élections. Et nous organisons, comme je vous le disais tantôt, nous organisons pour que nous mettons en place tout le dispositif organisationnel pour que aux prochaines élections, nous puissions être présents et gagner. À l'interne, nous organisons également, vous voyez, vous suivez sur les réseaux sociaux, enfin sur vos chaînes et tout, vous voyez l'adhésion qu'il y a, enfin l'engouement qu'il y a en ce qui concerne la volonté qui manifeste un certain nombre d'hommes politiques pour le bloc républicain. Ça veut dire que nous sommes certainement sur la bonne voie. Nous sommes certainement sur la bonne voie. Nous recevons sans... C'est parce que vous êtes sur la bonne voie que les gens viennent? Mais c'est le contraire qui aurait été difficile à expliquer. C'est parce que nous sommes bons.
C'est parce que nous sommes sur la bonne voie. C'est parce que nous avons les meilleurs objectifs. C'est parce qu'on pense que nous sommes capables, nous sommes mieux organisés. C'est parce que on pense que nous sommes un parti d'avenir. C'est parce qu'on pense que nous sommes un parti de la jeunesse, un parti de la femme, un parti où on a droit à la parole, où on a droit à la diversité d'opinions, que les gens pensent que aller vers le bloc républicain répond aujourd'hui à un certain nombre ça répond, ça dit, ça prend, et c'est comme ça attire. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits parce que nous avons un défi à relever. Notre défi, c'est que nous avons tout aujourd'hui, nous avons tout pour reprendre, pour être, je le dis, pour être le meilleur parti. Nous sommes un parti national. Nous sommes un parti national, nous avons une couverture nationale. Il n'y a pas cette localité dans laquelle vous n'allez pas trouver les blocs républicains. Il n'y a pas cette localité, il n'y a pas cette circonscription où vous n'allez pas trouver de ce département, vous n'allez pas trouver des députés du bloc républicain. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est faire en sorte que dans toutes les communes du Bénin, pour les élections à venir, nous ayons la majorité de tous les conseillers. Des représentants locaux. Des représentants communaux. Les locaux, ça viendra après. Parce que c'est la démocratie à la base. Il faut l'enraciner. Parce que c'est le meilleur endroit, c'est le meilleur tremplin pour que les valeurs politiques soient mieux cultivées. C'est le lieu où les valeurs de la démocratie, les valeurs démocratiques soient mieux enraciné. Et c'est ça notre objectif. Parce que nous construisons un parti d'avenir. Un parti d'avenir, ça commence par la base. Et conquérir la base est pour nous aujourd'hui un défi majeur. Alors, vous parliez à l'instant de ce premier défi-là. Vous en avez beaucoup, mais le premier, c'est l'organisation face au prochain scrutin. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais comment allez-vous vous y prendre? Ça, c'est des stratégies. On est déjà à quelques jours. Mais nous sommes déjà prêts. Ne vous en faites pas, nous sommes déjà prêts. Nous n'attendons pas. L'organisation, c'est savoir prévoir aussi. Quand vous êtes organisé, vous vous organisez sur la base du futur. Vous préparez pour ce qui vient après. Et en la matière, même si c'était demain les élections, le bloc républicain répondra présent. Parce que nous n'avons pas attendu la dernière minute pour courir dans tous les sens. Nous avons pris les dispositions et nous organisons à avoir les meilleurs candidats, les mieux appréciés, ceux-là qui sont les choix de la base. Voilà, nous avons eu le temps de le faire. Et aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas loin. Les élections, c'est dans quoi? Dans début, première quinzaine, début deuxième quinzaine de mois de mai, les élections auront lieu. Donc, et bientôt, il faut déposer les dossiers. Donc, il ne faut pas attendre la dernière minute. Et pour éviter cela, notre organisation nous a permis de nous mettre à jour, de nous organiser et d'avoir sur l'ensemble du territoire national toutes les structures nous permettant de collecter, d'identifier les meilleurs candidats, les meilleurs parmi les bons, et de mettre en place tout ce qu'il faut pour que, au jour J, à la proclamation des résultats, on puisse dire, ils l'ont dit, ils l'ont fait. Le bloc républicain voulait devenir le premier parti, il a dit et il a fait. Nous avons gagné, nous aurons gagné. C'est ça. Les meilleurs candidats seront détectés comment? Appel à candidature? Comment on le voit sur les réseaux sociaux, communiquer, tel parti? Mais non. Nous ne sommes pas un parti réseaux sociaux. Nous sommes un parti qui est responsable, un parti responsable organisé. Un parti légal. Oui, nous avons nos circuits d'identification de nos candidats. Comme je vous l'ai dit, nous faisons nos choix à la base. Ce n'est pas de Cotonou qu'on choisira les candidats de OSR ou de Travers. Non, c'est à la base. Et c'est-à-dire qu'ils sont tellement engagés, tellement la responsabilité est tellement est ancrée en chacun d'eux. C'est pour ça que nous ne faisons pas du folklore au niveau du bloc républicain. Non, on ne lance pas des appels à la candidature, on ne demande à personne de déposer des dossiers. On ne demande à personne, à travers les réseaux sociaux, de postuler à tel truc. Non, nous ne faisons pas ça. C'est à la base. Vous avez les ressources humaines nécessaires. Voilà, pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir ce que nous voulons à travers les hommes bien, ceux-là qui pourront diriger consciencieusement nos mairies demain.
Voilà. Alors, Bénin Degla, comment gérez-vous au bloc républicain les guéguerres internes? Il y en a forcément, là où il y a des hommes, et puis les guéguerres externes avec votre jumeau. D'abord, à l'interne, ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas parfois de friction. Il y en a, mais il y a le leadership quand même qui est important. Et nous parvenons toujours à nous entendre sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est sauvegarder et voir grandir le parti. Donc cela l'emporte sur tout, sur toutes les considérations personnelles. Nous avons entre nous au niveau du bloc républicain, il y a parfois des incompréhensions, mais lorsque nous nous retrouvons, parce qu'il y a le bureau politique, constitué d'hommes et de valeurs qui savent juguler les crises. Nous parvenons à le faire. Et c'est pour cela que vous n'allez pas entendre sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas voir, n'est-ce pas, des discours de mécontentement, etc., etc. Nous faisons en sorte que cela ne puisse dépasser le cadre, n'est-ce pas, interne. Mais ce que nous vivons avec avec les autres partis, c'est pas seulement l'Union progressiste. Mais non, mais nous sommes des partis, chacun est dans son sillon. Nous sommes concurrents. Nous voulons les dominer. Nous voulons être au-dessus du bloc de l'Union progressiste. Nous voulons être le meilleur parti, le mieux organisé, le plus grand, le parti de l'avenir, comme je vous le disais tantôt. Donc, appartiendra aux autres partis de se battre et de ne pas nous laisser aller. Mais ça c'est l'organisation, c'est la vision interne à ces partis-là. Que nous ayons nous sommes créés, en fait, le bloc républicain a été créé par des hommes, par la volonté des partis politiques qui ont décidé d'aller ensemble, des hommes, des personnalités qui ont décidé d'aller ensemble, des mouvements. Nous sommes ensemble. Et c'est consciemment que nous avons décidé d'aller avec le président Patrice Talon, l'accompagner. Il se fait qu'un autre parti est né comme ça aussi. Mais ça ne fait pas de nous, parce qu'il s'agit de la politique, ça ne fait pas de nous des complices. Non, mais non, nous ne sommes pas complices. Nous ne sommes pas complices, nous sommes des adversaires politiques. Chacun ayant ses ambitions. Si tel n'était pas le cas, on serait parti, tous les élections législatives, on serait parti sur la même liste. Mais non, chacun a ses ambitions, chacun a ses objectifs. Et nous voulons que le bloc, moi je veux que le bloc auquel j'appartiens s'illustre comme un parti qui est totalement libre, autonome, qui n'est pas inféodé à qui que ce soit. Nous supportons le président Patrice Talon et ça s'arrête là. Nous ne sommes pas le parti politique du président Patrice Talon, mais nous l'accompagnons. Nous avons décidé de l'accompagner jusqu'à la fin de son mandat. Et à la fin de son mandat, nous sommes prêts, s'il le veut, à être le parti qui le parraine, parce que nous avons les députés suffisants, nous avons les parrainages suffisants pour le faire. Nous sommes prêts. Vous êtes concurrent, mais on ne le sent pas véritablement à l'Assemblée nationale. Ah, mais non, mais attendez, vous avez vu, faites passer la bande de la dernière plénière pour voir un peu les échauffourées qu'il y avait entre les députés des deux camps. Mais ça se passe tous les jours. C'est parce que votre représentant, il doit avoir les éléments pour vous les passer. C'est pas de la plaisanterie. Nous ne sommes pas là-bas. Chacun, il y a des débats sur lesquels nous pouvons nous entendre, mais il y a ceux-là sur lesquels la délimitation est nette. Mais les votes, c'est toujours oui à 80 et quelques. Oui, mais pourquoi on en arrive là? C'est des débats. Il y a des débats très houleux. C'est pas donné comme ça. Pourquoi est-ce que nous nous présentons le matin à 9h ou à 10h et c'est à 20h qu'il faut commencer la séance? Ça veut dire qu'il faut convaincre les uns les autres. Ça veut dire qu'il y a des conciliabules, des concertations, des négociations, il faut convaincre, etc., etc. C'est comme ça.
Ceux qui ne sont pas... Lorsque de dehors, les gens ont une certaine appréhension, mais en réalité, ce n'est pas cadeau. Ce n'est pas facile, ce qui s'est fait là-bas. Nous ne nous considérons pas comme étant des députés, parce que, voilà, si on ne supporte pas, c'est parce que nous supportons tous le premier parti de salon que nous regardons tous dans le même sens. Mais non, pas du tout. Parce que au-delà du président parti de salon, il n'y a que le parti doit suivre. Et ça commence aujourd'hui, Les actes posés aujourd'hui doivent pouvoir nous suivre demain. Doivent pouvoir nous accompagner pour demain. C'est comme ça que nous agissons au bloc républicain. Alors, honorable Benoît Degla, nous égrenons les dernières minutes de ma part de vérité de ce dimanche. Il y a des Béninois qui ne comprennent toujours pas qu'un membre bloc républicain fasse défection pour aller à l'Union progressiste ou vice-versa. Est-ce que vous pouvez tenter une explication sur ce plateau ce dimanche? Oui, au niveau de la loi qui a porté réforme du système partisan, il y a cet élément qu'on n'a pas véritablement réglé, l'élément concernant la transhumance, qu'on n'a pas véritablement réglé. On a essayé de trouver quelque chose, une formule à l'Assemblée, mais au niveau des militants tout court, le problème reste entier. Mais nous ne sommes pas le parti de débauchage. Nous ne débauchons personne. Ceux qui vont vers nous le font parce qu'ils se rendent compte à un moment donné qu'il y a un choix qui est le choix qui aurait pu être le plus apprécié, le plus profité, enfin qui aurait profité le plus, c'est le bloc républicain. Et si au moment de faire ce choix-là, il est allé ailleurs et que quelques temps après, il se rend compte que la réflexion antérieure qu'il avait menée était la bonne, qui va vers nous, mais nous l'acceptons. Mais nous ne sommes pas un parti de débauchage. Nous ne débauchons personne. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai dit que les gens sont séduits par notre manière de fonctionner, et peut-être que c'est ce qui fait que beaucoup d'hommes politiques font le choix d'aller vers le bloc républicain. Mais nous n'engageons rien, absolument rien, pour débaucher qui que ce soit. Que chacun vienne en nous, en son âme et conscience, convaincu que le parti vers lequel il va, c'est le bloc républicain, un parti est le choix meilleur. Selon certaines indiscrétions, les gens viennent vers vous parce que c'est peut-être le parti du chef. Ah, écoutez, il n'y a pas longtemps, on disait que l'autre parti était le parti du chef de l'État. Il n'y a pas longtemps. Pendant les élections même, c'est ce qui se disait. Quand vous prenez, attendez, vous voyez le nombre de ministres qu'il y a dans le gouvernement? Combien sont dans le parti, combien sont dans le bloc républicain? 11. Le grand nombre est où? Ailleurs. Qui a choisi ça? Qui les a choisis? Le chef de l'État, naturellement. Regardez beaucoup d'institutions. À quel parti appartient-il? Voilà. Donc, c'est pas vrai, le bloc... Vous voulez plutôt dire que c'est l'Union progressiste Ah mais non, nous n'avons jamais dit ça. Nous n'avons jamais dit ça. Nous avons dit, et je viens de le répéter, le bloc républicain a été créé sur la base d'un certain volontariat, d'une décision des gens, des partis et autres là pour se mettre ensemble. Et la décision qui a été faite, c'est-à-dire le critère premier, c'est que nous apportions notre soutien au président Patrice Talon. Vous comprenez? Et notre parti a fait la même démarche et apporte son soutien au président Patrice Talon. Nous nous sommes sentis à tout moment à l'aise, parce qu'on sait que c'est au bout du travail que nous allons faire qu'on aura les fruits. Et certainement que c'est les fruits que ça donne aujourd'hui qui interpellent la conscience de ceux-là qui sont partis ailleurs et qui veulent revenir vers nous. Je peux vous dire l'anecdote que j'ai quelqu'un, une autorité d'une localité que j'ai reçu chez moi, je ne sais pas si le temps nous permet de dire, que j'ai reçu chez moi à plusieurs reprises, ici ou ailleurs, 7 fois, et qui a refusé de venir au bloc républicain, qui a fait l'autre choix. Mais depuis 2 semaines, il court après moi. Il vous bouscule.
Il m'a écrit, il envoie des intermédiaires. Mais je lui ai dit, mais non, il me dit, je retourne à la maison. Je dis, mais non, vous n'avez jamais appartenu à la maison pour dire que vous revenez à la maison. Il dit, non, je m'étais trompé. Je dis, vous allez le dire publiquement. Ce n'est pas à moi de le dire. C'est comme ça que nous fonctionnons chez nous. Et si lorsqu'il sera prêt à le dire publiquement, je serai là pour l'écouter, écouter son engagement pour qu'il dise pourquoi il vient vers nous. Donc, comme je le dis, nous ne débauchons personne. C'est une personnalité forte qui était partie. On a tout fait pour l'avoir. Il a dit non, qui allait là-bas. Et qui, un an après, bon, je pense que... Voilà. Donc voilà, il y a des situations comme ça. Donc nous ne sommes pas le président du parti politique, et le président du parti, le parti du président Patrice Talon, et nous ne faisons pas de débauchage. Vous n'auriez pas aimé que le chef de l'État penche pour le Bloc républicain? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est notre souhait. Et vous savez, il y a les... désormais, c'est vrai, opérateur économique, mais par la force des choses, aujourd'hui, il est un homme politique, un grand homme politique. Vous comprenez? Donc, il a besoin de ceux-là sur qui il pourra s'appuyer pour réaliser son programme, ses projets, qui passent aussi, pourquoi pas, par 2021, s'il décide d'aller. Et avoir le bloc républicain autour de soi, c'est un atout majeur. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable, c'est même fondamental. Et nous voulons que ce soit ce bloc-là qui détermine le président, que ce soit ce bloc-là qui détermine le président de 2021. Honorable Benoît Degla, c'est fini pour ma part de vérité de ce jour. Votre mot de la fin? Mais encore une fois, vous remercier pour cette occasion que vous m'offrez en début d'année de m'adresser aux téléspectateurs, au peuple béninois. Encore une fois, merci beaucoup et très bonne heureuse année à toute la population béninoise et en particulier à la population de la 10e circonscription, c'est-à-dire les communes de Glazoué, Savet, Ouessé. Et que la paix règne sur le pays, le Bénin, et notamment dans la 10e circonscription. Stop est fait pour cette émission, ma part de vérité ce dimanche, avec comme thème actualité nationale, décryptage de Benoît Degla, député à l'Assemblée nationale, membre du Bloc républicain, vice-président du groupe parlementaire Bloc républicain à l'Assemblée nationale. Nous avons passé en revue l'actualité nationale, la descente du chef de l'État sur le terrain, la situation à Savet, la réconciliation des forces au Corée pour un Bénin émergent, l'initiative de modification, l'initiative relative, je l'ai dit, à la modification de la loi sur la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Benoît Degla, député à l'Assemblée nationale, nous a également parlé de la vie au sein de son parti, le Bloc républicain. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres sur cette émission ce dimanche. Merci à mon réalisateur et à toute son équipe. Merci également aux auditeurs de Golf FM. On se retrouve très bientôt sur Golf TV Africa.